Bonjour tout le monde. Vous m'entendez? Bonjour, monsieur. Oui, monsieur. Oui. Voilà, donc là, vous voyez l'écran de la présentation PowerPoint. Oui, c'est clair. Oui. C'est bon? Oui, monsieur, c'est bon. OK. Donc, bonjour à toutes et à tous. Voilà, on va commencer cette première séance d'écologie générale qui est le module M29 en S5. Alors, je vous prie de désactiver vos micros et à la fin de la séance, je vous donnerai la possibilité, si vous voulez des questions ou si vous voulez au cours de la présentation, si vous avez une question, vous pouvez activer votre micro et poser votre question. Donc, je me présente. Je suis professeur Hussein Bazali. Donc, on a eu l'occasion de nous rencontrer certainement parce que j'étais chargé d'une partie du cours en S3 d'écologie générale, première partie. Et donc là, pour la première fois, je vais commencer à assurer aussi une partie de ce module qui est l'écologie générale 2. Alors, ce cours est organisé en deux parties. Une première partie que nous allons assurer, monsieur le professeur Abdelaziz Ben Houssa et moi-même. De manière générale, ce cours va traiter essentiellement dans cette première partie de l'écologie des populations, mais on va traiter aussi dans une deuxième partie des écosystèmes en vous rappelant quelques notions fondamentales et puis de décrire et de comprendre la structure du fonctionnement de ces écosystèmes. Alors, voilà ce qui est programmé dans ce module, dans 4 chapitres. Le premier, il est en relation avec la caractérisation des populations animales. Et le deuxième, il va concerner les notions sur la dynamique des populations. Et cette première partie que nous allons assurer, mon collègue et moi, traite essentiellement de l'écologie des populations. Alors, on va commencer par des rappels que je pense vous avez déjà vus et déjà assimilés. Et on commencera donc par définir l'écologie. Alors, si vous vous rappelez bien, l'écologie, on l'avait définie comme l'étude scientifique des interactions entre les êtres vivants et leur milieu. Et donc là, j'ai insisté en S3 sur le fait que le milieu, dans le sens écologique de terme, signifie aussi bien l'environnement biologique, biotique et abiotique des êtres vivants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'écologie va s'intéresser à étudier les interactions qui existent entre les êtres vivants d'une part et entre les êtres vivants et leur milieu d'autre part. Alors, comme vous le savez, la vie, il y a plusieurs niveaux du monde vivant qui va de la cellule jusqu'à la biosphère. Et on avait précisé que l'écologie va s'intéresser essentiellement à ces niveaux, c'est-à-dire à partir de l'organisme jusqu'à la biosphère. Et donc, on avait défini que quand on s'intéresse à l'écologie des individus, on appelle cette discipline l'auto-écologie. Un niveau supérieur, quand on s'intéresse aux populations, c'est ce qu'on appelle l'écologie des populations, ou d'autres appellent la démoécologie. Là, quand on s'intéresse aux communautés, ça veut dire qu'on va s'intéresser à l'ensemble des populations, que ce soit animales ou végétales qui vivent dans un milieu donné. Et puis, à un niveau supérieur, c'est l'écosystème, c'est quand on va intégrer en parallèle avec la biocénose le biotope.
et puis on peut faire de l'écologie à une échelle globale, ce qu'on appelle l'écologie des écosystèmes et des paysages. Alors avant d'aller plus loin, là je vous précise que cette première partie sera consacrée essentiellement aux populations. C'est ce qu'on appelle en d'autres termes l'écologie des populations. Et on va la définir par la suite. Alors, il est très important de commencer notre cours par des définitions qui sont très importantes et surtout pour définir ces différents niveaux d'hierarchie du monde vivant. Alors, on va commencer par une population. C'est quoi une population? C'est un ensemble d'individus de la même espèce qui vivent dans un espace déterminé à un moment donné. Et donc là, j'ai en surbrillance, en couleur rouge, j'ai, si vous voulez, insisté sur des termes qui sont clés dans la définition d'une population. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces individus doivent appartenir à la même espèce, ça veut dire qu'ils sont interféconds, mais doivent vivre dans un même endroit à un même moment. Et dans la population, on peut parler de cohortes, ça veut dire des individus de la même génération et donc qui ont le même âge. Donc là, c'est très important dans la définition de la population, c'est que les individus doivent vivre dans un même endroit à un même moment. On a défini en S3 cette notion de peuplement parce que si vous vous rappelez, quand on a parlé de la communauté ou biocénose, c'est l'ensemble des populations appartenant à des espèces différentes, mais qui interagissent entre elles et qui vivent dans un même endroit, à un même instant, à un moment donné. Et on avait dit, si vous vous rappelez, que généralement, faire l'étude d'une biocénose s'avère très difficile parce qu'il y a plusieurs populations. Si vous caractérisez le végétal, l'animal, etc. Et donc, des écologistes ont définit un niveau de travail qui est intermédiaire entre la population et la communauté, et ce qu'ils appelaient le peuplement. Et là, si vous voulez, l'idée de travailler sur un peuplement, c'est facile, et ça rapporte logiquement des informations identiques par rapport à ce qu'on aurait pu avoir en travaillant sur la communauté. Et donc, un peuplement, par définition, c'est un groupe d'individus appartenant à des espèces différentes. Donc, ce sont des populations, c'est un ensemble de populations qui appartiennent à des espèces différentes et qui ont une certaine affinité entre eux. Généralement, une affinité systématique, mais peuvent avoir une affinité trophique, etc., mais qui vivent dans un même milieu et à un moment bien déterminé. Alors, pardon, un exemple de peuplement, c'est que vous pouvez travailler, par exemple, dans une rivière sur le peuplement de poissons. Donc là, vous voyez que les poissons vont être composés d'individus qui appartiennent à des populations différentes, des espèces différentes, mais on a considéré le peuplement, ça veut dire qu'ils ont une relation taxonomique, ils sont tous des poissons. On peut parler, par exemple, de peuplement benthique, ça veut dire là toutes les populations qui vivent en relation avec le fond. Et l'intérêt de cette unité, c'est qu'on peut faire des études facilement par rapport aux communautés et on peut avoir des informations qui nous permettront de comprendre comment fonctionne notre écosystème. Et bien sûr, l'écosystème, c'est tout simplement, rappelez-vous, on l'avait défini sous une forme mathématique, l'écosystème, c'est biocénose plus biotope. Mais rappelez-vous, j'ai beaucoup insisté en S3 que cette addition entre communauté et biotope, par définition, de l'écosystème
qu'on peut définir comme système écologique. Et le mot système, ça veut dire quelque chose qui est dynamique. Donc, retenez qu'un écosystème est une entité écologique qui englobe la biocénose, et le milieu, mais c'est un système qui est dynamique. Et c'est dynamique parce qu'il y a des interactions entre les êtres vivants, d'une part, et puis entre les êtres vivants et leur milieu d'autre part. Et donc, voilà un schéma qui vous montre les niveaux d'études auxquels s'intéresse l'écologie. Donc là, vous avez à partir de l'individu jusqu'à l'écosystème, en passant par la population et la communauté. Et là, entre les deux, entre la population et la communauté, il y a cette entité qu'on a définie qui est le peuplement. Et la démographie, démoécologie, ou ce qu'on appelle aussi l'écologie des populations, c'est en quelque sorte cette discipline de l'écologie qui va s'intéresser à la population. Alors, qu'est-ce que l'écologie des populations? Alors, on va trouver plusieurs définitions. D'accord? Là, on va donner des définitions écologiques. Donc, l'écologie des populations peut être définie comme cette étude qui s'intéresse aux populations et leurs relations avec l'environnement. Et là aussi, l'environnement, c'est l'environnement biotique et abiotique. D'accord? Et ça peut s'intéresser aux influences de l'environnemental sur la densité, la répartition de la population, la structure par âge et les variations de la taille de la population. Tout simplement, l'écologie des populations, c'est une étude des caractéristiques d'une population en rapport avec son milieu, qui est l'environnement biotique et l'environnement abiotique. Alors, dans certains ouvrages, vous allez trouver que l'écologie des populations peut être définie comme l'étude des tailles et dans une moindre mesure les distributions. Ça, ce sont des caractéristiques de population qu'on va définir par la suite et expliquer. Donc, c'est l'étude des tailles des plantes et des populations animales et des processus, notamment les processus biologiques qui déterminent ces tailles. Alors là, la taille, ce n'est pas la longueur. La taille d'une population, on va le définir ensuite. C'est combien d'individus vous avez dans une population. C'est l'effectif. D'accord? Donc, en définitive, l'écologie des populations, c'est quoi? C'est tout simplement une discipline de l'écologie qui va étudier, en se basant sur des descripteurs, des caractéristiques de population, pour étudier les relations qu'a cette population entre son environnement, que ce soit les interactions qui existent à l'intérieur de la population entre les individus, que ce soit des interactions que cette population qu'a cette population avec d'autres populations qui appartiennent à d'autres espèces, et puis aussi la relation de cette population avec les conditions physiques du milieu. Alors, on a vu que l'entité de base de l'écologie, c'est l'écosystème. Donc, c'est les êtres vivants dans leur milieu. Et là, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi étudier, d'une part, quelle est la différence entre l'écologie des populations et l'écologie des écosystèmes, quels sont les avantages, les inconvénients, et puis, pourquoi on fait l'étude des populations au lieu de faire celle des écosystèmes. Vraisemblablement, vous avez déjà la réponse parce qu'on l'a déjà dit, la difficulté d'étudier une biocénose dans sa globalité, donc à laisser à amener les écologistes à travailler sur des entités inférieures comme les populations, les peuplements,
avec l'hypothèse qu'à la fin, ils vont avoir des éléments pour comprendre comment fonctionne l'écosystème. Alors, les réponses se trouvent dans l'échelle, la finalité et la tradition. Donc, pour distinguer l'écologie, enfin, l'écologie des populations se distingue de l'écologie des écosystèmes et des paysages par ces trois niveaux, l'échelle, la finalité et les traditions. Alors, ça veut dire quoi? Pour ce qui est de l'échelle, c'est que la cible de ces deux disciplines sont différentes. La population va s'intéresser à un groupe d'individus qui appartiennent à une même espèce et qui vivent à un moment donné dans un endroit bien déterminé, alors que l'écologie des écosystèmes va s'intéresser à un grand nombre d'individus qui appartiennent à des espèces différentes, à des groupes zoologiques ou botaniques différents, etc. Donc là, vous voyez que la cible, l'échelle de la cible, diffère entre l'écologie de la population et celui de l'écologie des écosystèmes. Deuxième niveau de différence, c'est que la finalité, l'objectif n'est pas le même. D'accord? Même si vous allez me dire par la suite que l'étude des populations peut contribuer à l'étude d'un écosystème, comme on va le voir. Alors, en écologie des populations, on s'intéresse à la croissance, la survie et la reproduction des populations, d'accord? Donc, à ces caractéristiques fondamentales d'une population qu'on va définir par la suite, alors qu'un écosystème, c'est autre chose, c'est le transfert d'énergie, c'est les chaînes trophiques, c'est les fonctionnements, etc., etc. Donc là, vous voyez que les objectifs aussi, plus on va vers l'écosystème et les objectifs sont plus compliqués. Alors que pour une population, les choses sont on va suivre les caractéristiques d'une population et quelles sont les interactions ou les processus qui les régissent. Et finalement, le troisième point qui permet de distinguer entre l'écologie des populations et l'écologie des écosystèmes, c'est la tradition. Alors, ça veut dire quoi ce terme? Ça veut dire que pour une population, généralement, les scientifiques développent des théories qu'ils testent au laboratoire et puis qu'ils peuvent confirmer sur des interventions de terrain. Ça, c'est quelque chose, enfin, dans la science, c'est ce qu'on fait, c'est on élabore des théories, on les teste, on les vérifie. C'est des choses qu'on peut faire avec une population, que ce soit des bactéries, etc., des individus de petite taille, etc., chose qu'il est difficile de réaliser à l'échelle d'un écosystème. Donc là, vous voyez que l'écologie des populations se diffère ou se distingue de l'écologie des populations par l'échelle, ça veut dire la cible, les finalités, ses objectifs, et puis par cette manière traditionnelle que les chercheurs ont besoin de faire entre développement d'une théorie et sa confirmation au terrain, sur le terrain. Alors là, ce qu'on veut dire par ce paragraphe, c'est que, bien sûr, quand vous faites une étude des populations, malgré le fait qu'ils participent à comprendre comment fonctionne un écosystème, mais ce n'est pas exhaustif. Donc, l'avantage des études sur les écosystèmes, c'est que vous avez une approche qui est exhaustive, qui va concerner l'ensemble des processus, des interactions qui existent dans un écosystème. Genre, quand vous étudiez un écosystème, vous pouvez faire des chaînes trophiques, vous pouvez faire des pyramides de biomasse, vous pouvez faire comment dirais-je, des études énergétiques, transfert d'énergie, etc. Donc, le niveau de compréhension quand on étudie un écosystème
est plus exhaustif que quand vous allez étudier une population. Mais ça n'empêche que pour bien comprendre un écosystème, des fois, c'est très important de faire de l'écologie des populations parce que c'est fondamental et ça vous permet de comprendre à un certain degré comment fonctionne un écosystème. Donc là, je vous donne un exemple. Alors, on s'intéresse à la biodiversité d'un écosystème. Vous vous rappelez, quand on s'intéresse à la structure, etc., ça veut dire qu'on va voir combien d'espèces on a, quelle est l'espèce abondante. Et ça, c'est des choses qu'on comprend à travers des études de population, par exemple, à travers le fait que certaines populations appartenant à des espèces différentes interagissent entre elles, par exemple, elles entrent en compétition, ce qui fait que dans votre écosystème, vous avez telle et telle espèce et pas une autre. Donc, l'étude ou l'écologie des populations, c'est un élément qui contribue à la compréhension de comment va fonctionner votre écosystème, de comprendre quelle est sa composition, d'expliquer sa composition, sa diversité, etc. Mais en parallèle, si vous voulez, en plus du fait que l'écologie des populations peut apporter des éléments à la connaissance et à la compréhension des écosystèmes, fondamentalement, l'écologie des populations a été développée parce qu'elle était une nécessité pour la biologie de la conservation. Alors, quand vous voulez conserver une population appartenant à une espèce bien déterminée, par exemple, vous avez un oiseau, l'ibis chauve, par exemple, qui est une espèce menacée, et vous voulez faire des actions de conservation de cette population que nous, on a au Maroc, d'accord? Il est important de faire de l'écologie des populations. Donc, un biologiste de conservation, il a besoin d'informations sur les caractéristiques de la population pour pouvoir la conserver. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour conserver une population, je dois savoir comment se fait sa croissance, quel est le taux de reproduction, comment il se reproduit, quels sont les paramètres de milieu qui déterminent sa survie, etc. Donc là, en biologie de la conservation, l'écologie des populations est une pièce maîtresse pour faire des actions de conservation pour une population bien déterminée. Bien sûr, l'approche actuelle en biologie de la conservation, c'est que on nous dit que pour conserver une espèce, il faut avoir une approche écosystémique. Ça veut dire qu'il faut prendre pas uniquement l'espèce, la population comme une entité isolée, mais réfléchir à l'échelle de l'écosystème. Ça, c'est vrai, mais nous avons besoin de quelques caractéristiques intrinsèques à la population. Ça veut dire comment il se reproduit, quelles sont ses tailles, quelles sont les relations qu'elle a avec d'autres populations, etc. Et une fois qu'on a compris, alors pourquoi l'écologie des populations c'est important? Parce que généralement on s'intéresse, on considère une population comme s'il était isolé. On comprend par exemple comment il va croître, comment il va se développer, comment il se distribue dans l'espace. Et puis, au fur et à mesure, on va faire intervenir et comprendre quelles sont les interactions qu'elle a avec les autres populations et avec les facteurs de milieu. Et donc là, vers la fin, on a des éléments, si vous voulez, qui vous permettent de réfléchir ou de, comment dirais-je, oui, réfléchir et de raisonner à une échelle de l'écosystème. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est la population. Et donc, on va voir cette population, comment elle interagit avec les autres populations et avec les facteurs de l'environnement. Alors, on va commencer
ce premier chapitre pour vous parler de quelles sont les caractéristiques des populations animales. Alors, par le mot caractéristique, ça veut dire quels sont les descripteurs, des indicateurs qu'on peut étudier, que l'on doit considérer quand on fait de l'écologie des populations. Ça veut dire, qu'est-ce qu'on étudie quand on fait de l'écologie des populations? Eh bien, il y a deux niveaux de description. Les caractéristiques, il y en a deux. Il y en a des facteurs ou des caractéristiques qui dépendent de la densité. D'accord? Donc, c'est combien d'individus vous avez dans une population. Et ça, ce sont ce que nous avons appelé en S3 des interactions biotiques. Ça veut dire c'est des interactions qui vont dépendre de la densité de la population. Et puis, vous avez des facteurs, d'accord, qui sont abiotiques, qui ne dépendent pas de la densité. Alors, quand on parle de l'effet de la température sur une population, l'effet de la température n'a aucune relation avec la densité de la population, mais avec les performances, avec les caractéristiques physiologiques, etc., de la population, des individus qui forment la population. Par contre, quand vous allez parler de la compétition intraspécifique, ça a en relation avec la densité, parce que cette interaction dépendra du nombre des individus qui forment votre population. Alors, de manière générale, il y a plusieurs caractéristiques qu'on peut étudier chez une population. Mais de manière, comment dirais-je, ce que les écologistes considèrent de plus en plus, c'est essentiellement trois caractéristiques liées à la densité, ça veut dire le nombre d'individus qu'on va définir après, sa dispersion et sa démographie. Et on va définir ces termes dans le chapitre 1 et 2 et on va voir comment on peut acquérir des informations sur ces caractéristiques. Alors, la densité, c'est tout simplement combien d'individus appartenant à cette population par une unité de surface ou de volume. Et on va revenir à ça dans le détail après. Ensuite, une autre caractéristique importante, c'est la dispersion de la population. Ça veut dire comment sont espacés les individus à l'intérieur d'une population. Est-ce qu'ils se regroupent? Est-ce qu'ils ont une dispersion uniforme, etc. Et bien sûr, chaque dispersion, ça implique un mode de fonctionnement, un mode d'interaction, soit entre les individus de la même population, soit de la population avec son environnement. Et puis, vous avez la démographie, c'est en quelque sorte la dynamique de la population, comment elle évolue une population. D'accord? Et là, on parle de paramètres vitaux d'une population, son taux de croissance, comment évolue une population dans le temps, le taux de mortalité, les taux de natalité, etc. Donc là, c'est des paramètres qui sont liés à la dynamique de la population, alors que les densités, c'est une image à un instant donné. Bien sûr, on peut étudier l'évolution de la densité, mais la densité, c'est une image, c'est une photo de la population à un instant donné. Alors que la démographie ou la dynamique, c'est le résultat d'une dynamique dans le temps qui va aboutir à une croissance, à des mortalités, etc. Alors, première caractéristique d'une population animale. Alors là, effectivement, j'attire votre attention que ce qu'on dit ici, c'est pour les populations animales, mais ça n'empêche pas que c'est des choses qu'on peut appliquer à des populations végétales.
Donc, l'écologie des populations animales et végétales se base dans la majorité du temps sur des mêmes caractéristiques, mais il y a quand même certaines différences entre les populations animales et les populations végétales. On ne peut pas parler de pente, par exemple, chez les végétaux, mais on parle de pente chez les animaux, etc. Alors, tout simplement, l'effectif, c'est quoi? C'est la taille de la population. Donc, tout à l'heure, on a parlé dans la définition, si vous vous rappelez, que l'écologie des populations s'intéresse à la taille d'une population. Alors, la taille, ce n'est pas la taille des individus en centimètres, la longueur ou la largeur, c'est tout simplement le nombre d'individus qui constituent une population. On a des exemples, on peut dire que la population marocaine elle est composée de 30 millions d'habitants. Alors, 30 millions, c'est tout simplement l'effectif de la population, c'est ce qu'on appelle la taille d'une population. Et ça, c'est en termes de définition écologique, parce que l'effectif, la taille d'une population, une population, on peut la définir autrement si on faisait de la biostatistique. Là, on parle, hein, on fait de l'écologie, et donc là, c'est une définition écologique. Alors, comment on peut évaluer cet effectif? Alors, comment on peut calculer ou estimer l'effectif d'une population? Et là, ça dépend tout simplement des caractéristiques de la population qu'on considère. Alors, quand vous avez des populations qui sont constituées d'organismes fixés, certains végétaux ou certains invertébrés sessiles, dans ce cas, il n'y a pas de problème. Il suffit de faire votre échantillonnage. Et je vais revenir sur pourquoi on parle d'échantillonnage, parce que tout simplement, même si vous avez une forêt, si vous avez une grande superficie, ça devient un petit peu absurde. Et en termes de consommation de temps, ça vous prendra beaucoup de temps si vous voulez compter arbre par arbre. C'est pourquoi on s'intéresse à faire des échantillons à partir desquels on peut faire une estimation de la population cible. Donc là, quand vous avez des populations qui sont fixées, il suffit de faire un bon échantillonnage qui est représentatif et vous pouvez estimer l'effectif de votre population. Alors, par contre, le problème se pose quand vous avez des organismes qui bougent, hein, comme les oiseaux, comme les poissons, comme les dauphins, etc. Et donc, là, il y a un vrai problème quand on veut compter ces individus. Mais bien sûr, en écologie, il y a des concepts qui se sont développés pour remédier à ça et on va voir des techniques qu'on peut faire pour estimer à partir d'échantillonnage, d'un échantillon, on peut estimer l'effectif d'une population. Donc, dans les deux cas, que ce soit pour une population d'organismes fixés ou d'organismes mobiles, on doit faire des comptages, que ce soit à partir d'un échantillon ou que ce soit de la population entière. Donc, un comptage absolu, c'est quand j'ai la possibilité de faire ou je veux compter tous les individus qui appartiennent ou qui forment cette population. Alors, avant de parler de ça, je voudrais préciser que en écologie ou dans la nature, dans la plupart des cas, il est peu pratique ou même impossible de compter tous les individus d'une population. Vous n'allez pas pouvoir compter les individus qui forment la population de la sardine en Atlantique marocain. Ça, c'est quelque chose qui est impossible à faire. Donc là, c'est quelque chose sur lequel on doit se mettre d'accord. Alors,
Un comptage absolu, c'est quoi? C'est quand on peut évaluer l'effectif d'une population dans sa totalité, à un instant bien déterminé. Alors, dans certains cas, on peut le faire quand les conditions le permettent. Par exemple, quand vous avez des grands mammifères, comme les éléphants, etc., certaines espèces d'oiseaux, on peut faire un comptage entier de la population. Il suffit, par exemple, de faire des transects et on va compter qu'est-ce qu'on a à chaque fois, qu'est-ce qu'on a observé comme individu. Et là, cette possibilité, on peut la faire parce qu'on a en parallèle les techniques technologiques qui se sont bien développées avec le temps. Par exemple, on peut utiliser des radars, d'accord, des photographies aériennes ou à l'aide de systèmes d'infrarouge, on peut balayer une zone et on peut facilement faire le comptage de tous les individus. Comme j'ai dit tout à l'heure, vous voulez compter les individus qui forment la population d'éléphants dans une savane. Alors, vous allez parcourir par un vol en avion, vous allez parcourir la zone et vous pouvez observer tous les individus et compter tous les individus de la population. Et généralement, quand on fait un comptage absolu, qu'est-ce qu'on fait? L'indice généré par ces techniques de comptage absolu, c'est qu'on parle d'indice kilométrique d'abondance. Ça veut dire que combien de contacts j'ai eu avec les individus de cette population par kilomètre. Je vais parcourir 1 kilomètre par avion et je dis par 1 kilomètre, j'ai trouvé 3 éléphants. Donc, l'indice kilométrique d'abondance pour la population d'éléphants, c'est 3 individus par kilomètre. Donc, devant la difficulté de faire des comptages absolus pour la plupart des populations, les écologistes ont recours à des techniques d'estimation. Ça veut dire que je ne peux pas compter tous les individus, mais je vais faire une approche qui va me permettre d'estimer, avec une marge d'erreur, l'effectif de la population. Et donc, l'estimation ne va pas vous donner l'effectif exact, mais vous donnera un chiffre qui est proche de la réalité avec une erreur acceptable. Et ça, maintenant, on sait faire. Il y a, par exemple, pour estimer l'effectif d'une population à partir d'un échantillon, il y a des techniques statistiques. Il y a aussi des stratégies d'échantillonnage. Il faut que mon échantillon soit représentatif de la population. Donc, et à partir de calculs que je peux faire sur l'échantillon, je peux remonter à l'effectif avec une erreur acceptable qui doit être inférieure à 5%. Ça, c'est entre parenthèses. Si vous avez fait de la biostatistique, c'est ce qu'on appelle l'intervalle de confiance. Ça veut dire qu'à partir d'un paramètre, je vais estimer le même paramètre pour la population dans un intervalle. Je ne peux pas donner la valeur exacte, mais je dirais qu'elle est située entre X et Y. Et donc là, c'est très important quand je fais de l'estimation, c'est que ma stratégie technique doit me permettre de commettre les moins d'erreurs possibles. Comme j'ai dit tout à l'heure, il faut que mon échantillon soit représentatif. C'est une image miniature de ce qui se passe dans la population. Et là, pour faire de l'estimation, automatiquement, on va faire des prélèvements, un échantillonnage. Je ne vais pas considérer tous les individus de la population, c'est important. Je vais prendre un échantillon et à partir de cet échantillon,
sur lequel je vais faire un dénombrement, un comptage, et à partir de là, je vais estimer l'effectif de la population, bien évidemment, sous l'hypothèse que le milieu il est uniforme et même mode de répartition, etc. Donc, tout ça, toutes ces contraintes, je dois les prendre en considération avant de faire mon estimation. Et là, bien sûr, quand je fais l'estimation de la population, je suis spécialiste, je sais comment ça s'organise, comment c'est organisé cette population, et donc j'adapte mon échantillonnage, mes techniques de travail pour que mon échantillon soit représentatif et donc les résultats et mon estimation de la population est fiable. Alors, il y a plusieurs méthodes qui existent dans l'étude des populations et ça dépendra, l'approche ou la technique adoptée, ça dépendra de la population que vous voulez étudier. Alors, étudier une population d'oiseaux, ce n'est pas la même chose qu'étudier la population de poissons. Ni les moyens de prélèvement sont les mêmes, ni les techniques, ni le milieu, etc. Donc, il y a plusieurs techniques et chaque technique, elle est adaptée à une sorte de population. Alors, la technique la plus simple ou la méthode la plus simple, c'est ce qu'on appelle le dénombrement à vue. Ça veut dire que je vais compter visuellement les individus de la population. Alors, c'est quoi? Ça veut dire que cette technique, elle est utilisée pour les vertébrés terrestres, d'accord? Alors, je vais faire des transects. Alors, imaginez que vous voulez faire une forêt. Donc, la technique, c'est que je vais faire un transect. Je ne vais pas compter la population de vertébrés dans toute la forêt, mais je vais faire des transects. Et à partir de transects, je peux estimer l'effectif de la population. Une autre technique, c'est que je peux prélever des échantillons. Alors, c'est la technique qui est la plus communément utilisée dans l'étude des populations des invertébrés terrestres ou aquatiques. Je vous donne un exemple. Je veux étudier la population d'un mollusque bivalve dans une lagune. Alors, je ne vais pas faire le comptage dans toute la lagune. Je vais prendre un prélèvement, une surface bien déterminée. Et entre parenthèses, je pense que vous allez avoir dans un module, je ne me rappelle pas si c'est là ou c'est sur les techniques d'échantillonnage, etc. Et donc là, vous allez voir que pour l'étude des populations ou des peuplements, il y a des techniques bien précises. Donc, je reviens à ces prélèvements d'échantillons. Donc, à partir d'un échantillon qui doit être représentatif, donc je fais mon calcul et je vais extrapoler pour la population, l'aire de répartition de ma population. Alors, imaginez que, par exemple, j'ai une forêt qui fait 1 mètre carré. Je ne vais pas compter une population d'un invertébré, d'un ver, un lombric par exemple, mais je vais prendre des prélèvements et je vais déterminer combien j'en ai d'individus par mètre carré ou par kilomètre carré quand l'animal est plus grand et j'extrapole par rapport à la superficie de mon milieu de répartition de ma population. Et donc là, quand on fait les prélèvements, il y a des conditions pour que je puisse faire l'extrapolation. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Il y a des conditions qui sont statistiques, normalité. Il faut qu'il y ait… Mais une chose qui est très importante, retenez-le, il faut que mon prélèvement soit représentatif de la population. Ça, c'est très important
quand on veut faire de l'estimation d'un paramètre pour la population à partir d'un prélèvement. Alors, voilà des techniques qu'on peut faire. Donc là, vous avez le grand carreau, c'est l'aire de répartition de la population dans les deux cas. Et donc, on peut faire comme ça des transects, des prélèvements comme ça, ce qu'on appelle des plots, ou les faire de manière arbitraire, au hasard, faire des quadrats comme ça, d'accord? Et on va compter les individus dans chaque quadrat, et à partir des résultats qu'on va obtenir, une moyenne, on peut estimer l'effectif de la population dans ce grand carré. C'est ça, au fait, la philosophie de prélèvement d'échantillons. C'est que si mon échantillon, mes échantillons sont représentatifs, donc je peux, à partir chaque moyenne ou chaque échantillon est une estimation de l'effectif de ma population. Alors maintenant, il y a d'autres techniques que je peux utiliser. Rappelez-vous, tout à l'heure, on avait dit que quand je veux caractériser une population, le problème principal, c'est que est-ce que les individus qui composent cette population bougent, font des déplacements ou pas. Donc là, c'est un exemple de technique qu'on utilise quand les individus bougent trop. On n'a pas accès à les compter directement, comme les gerboises, les souris, enfin les gerboises et certains rongeurs. Et donc là, on peut faire ce qu'on appelle des méthodes de piégeage. Et bien sûr, ça s'applique à des populations qui sont sédentaires. Ça veut dire qu'ils ne font pas de migration, etc. Donc, je sais qu'ils sont dans une aire de répartition et je veux estimer l'effectif de cette population dans cette aire de répartition, dans un carré, par exemple, d'un hectare ou etc. Alors, si on imagine que N est l'effectif total de la population qu'on cherche à estimer, d'accord? Et là, vous voyez qu'une hypothèse très importante, je suppose que tous les individus ont la même probabilité P d'être capturés. Ça veut dire que tous les individus, il n'y a pas, par rapport à un piège que je vais installer, il n'y a pas de préférence pour certains individus que pour autres. Donc, je dois être sûr que tous les individus ont la même probabilité d'être piégés. Dans ce cas, quand ces conditions sont vérifiées, je vais faire une capture en temps 1 et je vais avoir C1. Et le nombre de captures, c'est cette probabilité P fois N. On ne va pas entrer dans le détail de la formule mathématique, etc. Mais quand vous faites une première capture, c'est la probabilité d'obtenir, de piéger un individu de cette population. Ça veut dire quoi? Si cette p-valeur est égale à 3%, et j'en ai obtenu 3, ça veut dire que n est égal à 100. D'accord? Si j'en ai trouvé 20, la population, elle est composée. Ça veut dire que ce que j'ai capturé représente 3% du total. C'est ça, au fait. Donc, tout dépendra de cette probabilité. Et donc, si j'ai une première capture à T1, et si je refais la capture à un temps 2 qui n'est pas trop éloigné de T1, pour ne pas avoir des effets liés aux natalités et aux mortalités, ça veut dire, si vous voulez estimer l'effectif d'une population, je fais
un piégeage aujourd'hui et un piégeage demain ou le lendemain. Je ne peux pas raisonner si je fais un piégeage aujourd'hui et un autre dans 3 ans. Ça n'a pas de sens parce que la population a changé à travers des processus intrinsèques, reproduction, mortalité, etc. Donc, je fais des piégeages à des instants raisonnables. Et donc, C2 aussi, c'est l'estimation de n'. Et donc, votre n que vous voulez estimer à partir de ces deux piégeages, c'est C1 au carré sur C1 moins C2. Donc là, à partir de cette formule, vous pouvez estimer l'effectif de votre population par la technique de piégeage. Et bien sûr, il faut que vos captures au temps T1 et T2 soient suffisamment grands. On ne peut pas, par exemple, estimer une population avec, si vous capturez un individu. Donc là, vous voyez qu'il y a des techniques, il y a des solutions, mais il faut que l'approche que vous avez adoptée réponde à quelques conditions d'utilisation. Alors, une autre technique, c'est ce qu'on appelle la méthode de marquage, capture et recapture. D'accord? Et ça, c'est quand vous avez des individus qui bougent, donc comme ce qu'on a fait tout à l'heure. Alors, l'approche ou la méthode, il est très simple. Vous allez prélever un certain nombre d'individus qui appartiennent à la population. Donc, d'une population N individus, vous allez prélever un nombre M d'individus. Parmi ces M, vous allez, d'accord, marquer, oh pardon, parmi ces N individus, vous allez capter M individus que vous allez marquer. Et vous allez les relâcher dans la nature pour qu'ils comment dirais-je, ces individus vont intégrer la population et donc vous aurez homogénéise avec les autres individus. D'accord? Donc, vous prélevez un nombre M d'individus d'une population qui a N effectifs. Donc, M, je le sais, je le calcule. J'ai prélevé 20 individus que je vais marquer. Alors, le marquage peut se faire par des bagues. Par exemple, quand vous prenez un oiseau, vous pouvez le baguer. Par ce qu'on appelle des tags, vous pouvez taguer, par exemple, un poisson, etc. Ça veut dire quelque chose qui vous permettra de le reconnaître si vous le recapturez une deuxième fois. Alors, c'est des techniques qui sont utilisées dans la démographie pour étudier la croissance d'une population, etc. Donc, ce qui nous intéresse maintenant, c'est comment déterminer l'effectif. Et donc, après un certain temps, vous allez un temps relativement intéressant, enfin, relativement lent pour vous permettre que vos individus soient intégrés et homogénéisés dans la population. Alors, vous allez faire un autre prélèvement, d'accord, d'un N individus, parmi lesquels vous allez voir combien d'individus capturés ont été déjà marqués. C'est ce qu'on appelle, ce qu'on a marqué par le petit m. Et donc, la formule, elle est très simple. Le n sur l'effectif de la population qu'on veut estimer sur le nombre d'individus qu'on a prélevés au départ est égal aux individus qui ont été le nombre total d'individus qu'on a recapturés
la deuxième fois sur le nombre d'individus qui ont été recapturés et qui étaient marqués. Et donc, à partir de cette formule, je peux calculer ou donner une estimation de l'effectif de la population N, qui n'est d'autre que le nombre d'individus capturés et marqués la première fois. D'accord? C'est le M. Le nombre total d'individus capturés la seconde fois, c'est le petit n, donc c'est n fois m, sur le nombre d'animaux capturés la seconde fois et qui étaient marqués, c'est le petit m. Et donc là, vous voyez qu'avec cette technique de marquage capture-recapture, on peut faire une estimation de l'effectif de ma population. Je vais vous donner un exemple. Bien sûr, on vous dit ici que l'estimation obtenue est correcte lorsque le nombre d'individus marqués capturés une seconde fois est suffisamment élevé. M ne doit pas être trop petit, sinon les effectifs obtenus deviennent aléatoires. Donc là, à chaque fois, comme ce sont des estimations, il faut faire attention. Hein? Il y a des conditions à remplir pour avoir des résultats qui sont fiables. Alors là, je vais vous donner un exemple. Donc là, on veut compter l'effectif d'une population d'une espèce de dauphin en Nouvelle-Zélande. Et les chercheurs ont eu recours à la technique ou à la méthode marquage capture-recapture. Alors pourquoi j'ai donné cet exemple de dauphin? C'est très simple, parce que là, vous allez voir que le marquage n'est pas matérialisé par une marque, ça veut dire une bague, par un tagage, etc. Là, le marquage se fait par ce qu'on appelle de la photo-identification. Alors, comme vous le savez, les dauphins sont des mammifères, des cétacés, et donc marins, qui respirent par des poumons, et donc ils sont obligés de remonter à la surface à des intervalles réguliers pour respirer. Et en montant à la surface, les chercheurs peuvent prendre des photos. Et à partir de ces photos, on peut identifier un individu par un autre. Alors, quand on voit par exemple, là par exemple, cet individu, on peut le reconnaître à chaque fois qu'on va le rencontrer à partir de la photo prise sur l'animal parce qu'il a une tache ici, parce qu'il a un type de cicatrice bien spéciale par rapport aux autres individus au niveau de l'aileron, etc. Donc, il y a des marques sur l'animal qui permettent de l'identifier à partir de la photo. C'est ce qu'on appelle la photo-identification. Et donc, en étudiant un prélèvement, donc c'est comme si on avait fait une capture. Je suis sorti, par exemple, ce mois, j'ai fait de la photo-identification et j'ai marqué 30 ou les 50 individus que j'ai observés. Donc, je sais les identifier à partir d'une photo de leur aileron, par exemple. Donc là, ils ont identifié 180 individus. Les individus sont relâchés et mélangés. Donc là, je ne relâche pas, mais je les laisse parce que je n'ai pas prélevé les espèces. Comme ce sont des espèces protégées, donc il faut faire très attention. J'aurais pu les taguer, mais il faut faire très attention avec ce genre d'animaux parce qu'ils sont protégés par des lois internationales. Donc, je peux, une fois dans les populations, ils se mélangent, et je fais une recapture, ça veut dire je vais étudier un autre échantillon après 4 semaines. Et donc là, j'ai observé 40 individus, parmi lesquels j'ai pu identifier 7 que j'ai déjà vus la première fois. Donc, M, c'est quoi? C'est le nombre prélevé de la population. N,
c'est le 44, le nombre d'individus que j'ai recapturé, observé la deuxième fois. Et M, c'est le nombre que j'ai observé une deuxième fois et que j'avais déjà vu la première fois. Ça veut dire une sorte de recapture d'individus qui étaient déjà marqués. Et à partir de cette formule, N est égal à N fois M sur M, donc je peux dire avec une marge d'erreur que la population de dauphins dans les eaux marines de la Nouvelle-Zélande, elle est constituée de 1131 individus. Donc là, vous voyez que c'est une technique indirecte d'estimation de la population. Bien sûr, ce sont des techniques et des approches qui ont été élaborées. Ils sont basés sur des informes, mathématiques, etc., sur lesquels je ne vais pas entrer dans le détail. Et là, par contre, vous voyez dans la remarque, il s'agit d'une véritable estimation, car on suppose dès le départ que tous les individus, qu'ils soient capturés la première fois ou non, ont la même probabilité d'être observés. Si je n'ai pas cette condition, je ne peux pas me fier à cette estimation que j'ai, etc. Et ça, c'est des choses que le spécialiste doit connaître à propos de la population qu'il veut étudier. Il faut aussi que les peuplements que j'ai marqués se sont complètement réintégrés dans la population. Parce que des fois, je prends un animal, je vais le taguer, mais il n'arrive pas à se réintégrer dans la population. Dans ce cas, mes estimations sont erronées. D'accord? Et bien sûr, je suppose que au moment où je fais mes études, il n'y a pas de naissance, ni de mortalité, ni d'immigration, ni d'immigration pendant la durée de l'étude. Il n'y a pas d'individus qui sont nés, nouvellement nés, il n'y a pas de mortalité, il n'y a pas d'autres dauphins qui sont venus d'autres endroits et qui ont intégré la population, ou il n'y a pas d'individus qui ont émigré, qui ont laissé la population pour aller vivre ailleurs. Donc là, vous voyez que c'est vraiment de l'estimation et qui doit respecter certaines conditions, sans lesquelles mes données sont erronées. Donc, voilà ce qui est de l'effectif. Donc, c'est la taille d'une population. Maintenant, vous devez savoir, si on vous parle de la taille d'une population dans votre tête, écologiquement parlant, c'est le nombre d'individus qui composent cette population. Et vous savez maintenant quelques types d'approches, de méthodes qui nous permettent d'estimer cet effectif. Alors, un terme très important en écologie, c'est la densité. Parce qu'un effectif, c'est combien d'individus vous avez de cette population. Mais pour pouvoir comparer entre des populations différentes, on utilise généralement, on standardise par rapport à l'unité de surface. Ça veut dire qu'on va dire que combien d'individus de cette population nous avons par unité de surface ou de volume. Et donc là, c'est quelque chose de standard que je peux comparer entre deux populations, par exemple, de la même espèce, dans deux endroits différents. Donc, la densité d'une population, c'est tout simplement le nombre d'individus de cette population par unité de surface ou de volume. D'accord? Et donc, là, c'est quelque chose qui me permettra de faire des comparaisons, de faire d'autres types d'études, etc. Alors, cette unité de surface dépendra de la population que vous voulez étudier. Alors, si vous avez des grands mammifères, comme les éléphants, vous ne pouvez pas dire combien j'ai d'éléphants par mètre carré. Non. Mais on parle dans ce cas de 100 hectares, parce que ce sont des animaux de grande taille, et donc l'unité de surface
à laquelle on peut raisonner n'est pas la même que quand vous parlez d'un insecte ou d'un ver de terre. D'accord? Alors, quand vous avez des mammifères de petite taille, là, les comptages ou les estimations, c'est sur des petites surfaces de 1 hectare, comme les rongeurs, etc. Et bien sûr, quand vous parlez, par exemple, d'arbres, vous allez parler d'hectares, mais quand vous allez parler d'arthropodes dans une litière, c'est par mètre carré. Parce que vous n'allez pas comptabiliser sur 1 hectare tous les arthropodes qu'il y a de la population, mais 1 mètre carré, c'est largement suffisant, c'est représentatif de la population. Et donc là, vous voyez que l'unité de surface dépendra de la taille de l'espèce et de son abondance. Pour les milieux aquatiques, l'unité de surface n'est plus le mètre carré, par exemple, mais c'est plutôt un volume. Et donc, la densité s'exprime par mètre cube. Vous allez prendre 1 mètre cube d'eau ou 1 décilitre. 1 litre est égal à 1 litre. Vous allez prendre 1 litre. Vous allez compter, par exemple, combien d'individus vous avez par litre et vous avez extrapolé. L'unité de surface, c'est le mètre cube. Des fois, la densité, elle est exprimée en nombre d'individus, mais quand on veut faire ou traiter des aspects fonctionnels, on peut faire on fait ce qu'on appelle de la biomasse. Alors, la biomasse, c'est quoi? C'est tout simplement le poids de la matière vivante sèche ou fraîche des individus d'une espèce par unité de surface ou de volume. Alors, la densité, c'est combien vous avez d'individus par unité de surface. La biomasse, c'est combien de grammes en poids sec ou en poids frais vous avez par mètre carré. Alors, pourquoi la biomasse est très importante? Parce que c'est la biomasse, parce qu'elle constitue la partie qui est intégrée dans les flux énergétiques. Quand un consommateur secondaire va consommer un consommateur ou un maillon de la chaîne inférieure qui lui est inférieur, on va dire combien de grammes il a mangé. D'accord? Un rongeur va manger 30 grammes d'une plante, etc. Et cette biomasse, on peut la rendre en énergie. Quand vous prenez un Danone, par exemple, vous pouvez dire que j'ai un Danone, c'est le chiffre, mais vous avez mangé 20 grammes, c'est la biomasse, et dans ces 20 grammes, vous avez 30 kilocalories ou 300 kilocalories. Donc là, vous voyez que chaque paramètre va servir. Vous avez une densité, c'est le nombre d'individus. La biomasse, c'est combien, c'est la masse correspondante à ces individus, parce que c'est cette masse qui va être transférée dans les maillons supérieurs dans une chaîne trophique et qui vous permettra de faire de l'écologie énergétique. Alors, la densité, pourquoi cette image que je vous ai donnée? Alors, si vous voulez faire, je vous demande de compter le nombre d'oiseaux qui existent sur ces troncs, alors vous allez dire que c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vous avez 8 oiseaux par arbre, etc. Mais ce que vous devez savoir, c'est que ce nombre, c'est le résultat d'interaction entre des processus qui ont permis d'ajouter des individus et des processus qui éliminent des individus. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la densité d'une population à un instant T, c'est une image de la population
qui est le résultat de processus différents qui peuvent être qualifiés de processus qui ajoutent des individus à la population, comme les naissances et les immigrations. Ça veut dire, quand il y a une naissance, c'est des individus qui vont s'ajouter à la population. Quand des individus qui immigrent et qui viennent rejoindre la population, donc c'est des individus qui vont s'ajouter. Par contre, les mortalités, c'est des individus qui vont être éliminés, des individus de moins. Et l'émigration, ça veut dire quand certains vont décider de rejoindre d'autres populations, ils vont laisser la population qui nous intéresse. Et donc, vous voyez qu'il y a deux processus, des processus qui vont ajouter des individus et des processus qui vont supprimer des individus, et la densité dépendra de ces processus, d'accord, qui sont l'émigration, les principales, l'émigration, le taux de natalité et le taux de mortalité. Bien sûr, ça c'est une image intrinsèque à la population. Ça veut dire que c'est comme si on a une population qui est isolée. Mais dans la réalité, comme on l'a vu en S3 et comme on va le voir par la suite, qu'à ces paramètres intrinsèques qui ne dépendent que de la population vont s'ajouter d'autres paramètres. Les paramètres de milieu, les paramètres abiotiques, s'il y a une compétition, etc. Et donc, la densité, c'est une image de ces processus intrinsèques auxquels s'ajoutent des processus liés à l'existence d'autres organismes vivants et liés au milieu dans lequel se développe notre population. D'accord? Donc voilà, je m'arrête là pour cette séance. Comme je le dis à vos camarades, une fois, je me permets, j'ai enregistré cette séance et je vais la mettre tout de suite sur le Classroom. Je vais vous envoyer un lien pour voir et la présentation et le PDF de la présentation PowerPoint. Et donc là, j'ouvre la discussion. Si vous avez des questions, si vous avez des questions à poser, des choses que vous n'avez pas comprises, etc. Est-ce que c'était clair? C'était pas clair? C'est bon? Oui, monsieur, c'est clair. Oui, c'est clair. Non. Alors, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Mais sinon, vous avez la Classroom, on peut l'utiliser. Vous pouvez m'envoyer une question et je répondrai. Utilisez la plateforme pour communiquer. Moi, je vous propose d'utiliser la plateforme Google Classroom. Comme ça, si vous avez des questions, tout le monde peut les voir. Oumaima Achour, s'il te plaît, ton micro. Oui, monsieur, j'ai une question. Concernant la probabilité d'être piégé, la lettre P, comment peut-on l'obtenir? C'est un donné ou bien c'est un processus de calcul? C'est hypothétique. Ça veut dire que c'est une hypothèse qu'on met au départ et on suppose qu'ils ont la même probabilité. Et donc, pour formuler cela, on dit que le nombre qu'on a capturé dépend de la probabilité fois n. Vous avez vu que c'est une hypothèse qu'on a dit, mais ça n'intervient pas dans le calcul. D'accord? D'accord, monsieur. D'accord, c'est compris. Voilà. Donc, ce n'est pas quelque chose que vous avez calculé. Bien sûr, cette probabilité, les écologistes de population peuvent
à travers l'expérience, les études de terrain, etc., par des techniques de marquage, remarquage, on peut savoir si tous les individus ont la même probabilité ou non. Imaginez que vous faites une technique et tout ce que vous capturez, c'est des femelles. Alors là, vous allez vous apercevoir que votre technique, elle est sélective. Et donc, ça ne reflète pas la réalité. Mais si à chaque fois, vous voyez qu'il y a des individus nouveaux, etc., donc là, vous pouvez estimer que votre technique, elle est fiable. D'accord, merci, monsieur. Je vous en prie. Et donc, je disais que, voilà, essayez de communiquer à travers la plateforme Google Classroom. Je vais vous envoyer un lien. Et comme ça, l'information, elle est partagée. Si vous avez des questions, je réponds et tout le monde peut voir la réponse, etc. Donc, c'est une plateforme qui va servir en ces temps difficiles. On aurait aimé faire le cours en présentiel, mais je pense que là, c'est comme si vous étiez présent, donc on expose. On va respecter les horaires. Chacun, je vous prie que chacun vienne dans sa section. Quand on va faire les TD, chacun vient dans ce groupe TD, etc. On va travailler de la même manière, mais avec des outils, en espérant que la situation va s'améliorer dans les plus brefs délais. Donc, si vous n'avez pas de questions, donc voilà, je vais arrêter l'enregistrement et je partagerai